franchement, je pense que Cyril va arriver en conquérant. Il y aura le public derrière lui et je pense qu'il va sortir une masterclass. Je pense à tu sais, un KO TKO à la Derek Lewis ou un peu à la Tuivasa à force d'user au pas, comment dirais-je, Benoît Saint-Denis favori face à Bonfim. Et sur le combat, en tout cas, il a montré une masterclass. Et cette masterclass, son état d'esprit et l'état d'esprit qu'il affiche en interview font que je crois en lui plus qu'avant. C'est une réalité. Il a bien pour Morgan parce que ça va lui permettre, lui, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. On le sait, il le dit lui-même. Il est revenu de l'enfer. Taylor, il n'a jamais déçu dans les grands rendez-vous. À mon avis, il va vraiment rouler sur Gafurov. À l'heure d'aujourd'hui, à l'UFC, chez les Français, c'est Manon qui est la plus proche de la ceinture parce que c'est un combat qui va ouvrir sur les portes de la ceinture et parce que Manon Fiorot, c'est un perfect. Manon Fiorot, c'est un perfect. For the victory lap, though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis avec moi Mikael Lebou. Mika, comment tu vas? Écoute, ça va bien et toi? Ça va, Mika, je te remercie. Mika, le 2 septembre prochain, l'UFC Paris arrive une nouvelle fois à la maison. UFC Paris deuxième édition. Est-ce que ça te hype ou un petit peu moins? Non, je suis carrément hypé. Effectivement, on aurait pu penser que suite au premier événement, on allait peut-être avoir quelque chose de plus gros d'annoncé ou autre, mais c'est aussi lié aux performances, j'ai envie de dire, des Français. Mais voilà, sur la carte, moi, il y a des combats qui, je trouve, vont être hyper intéressants. Et comme c'est des Français que je suis depuis longtemps, forcément, je suis hypé. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes considèrent que ouais, la carte dans sa globalité, notamment sur la tête d'affiche, on ne soit pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu avoir. Mais ça va être un beau combat quand même. Et si tu regardes la carte dans son intégralité, on a quand même les meilleurs Français qui combattent sur la carte. Exactement, on a la chance, comparé à la première édition, on avait 5 Français qui avaient tous performé. On a la chance d'en avoir plus cette année, notamment deux filles, Nora et Manon, qui va disputer quelque chose d'assez costaud. Donc, on va commencer honneur aux femmes. Nora Cornol, elle va affronter Jocelyne Edwards. Jocelyne Edwards, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, 6 combats dans l'organisation, 4 victoires, 2 défaites. Je crois que là, elle est sur 3 victoires consécutives. Notamment la dernière sur Split face à Pudilova. Elle affronte Nora Cornol. Nora Cornol, Mika, tu en avais parlé une fois à l'époque du AB Show, très active. Je crois qu'elle est sur 3 victoires consécutives en 2023. Elle est 6 combats, une seule défaite. Elle a un background de Muay Thai. Comment tu vois un peu ce combat? Bah, je vois que ça va être un combat difficile pour Nora parce que l'air de rien, ça va être quand même le plus haut niveau pour elle, hein. Et on le sait chez les filles, il suffit de regarder par exemple le top 10 dans les catégories féminines de l'UFC. Entre la première et la 10e, en général, il y a vraiment des classes d'écart. Alors, c'est vrai que parfois, chez les filles, quand on a des filles qui sont à l'UFC et des filles qui arrivent d'une organisation mineure, bah, il se peut qu'on se retrouve avec cette différence. Donc, je pense que ça va être un gros test en carrière pour Nora. En plus, je le rappelle, hein, son adversaire, Jocelyne Edwards, c'est une fille qui a souvent loupé le poids Oui, et donc qui est assez lourde, qui est assez physique. Maintenant, Nora, moi, elle m'a étonné parce que j'avais assisté à son premier combat au FFA Challenge et je trouvais que c'était pas du MMA, qu'elle était restée dans ce qu'elle savait faire, donc le pied-point, etc. Et suite à cette défaite à la décision, elle a su montrer que si, c'était une combattante MMA et qu'elle savait tout faire. Et moi, elle m'impressionne un peu, Nora, et j'ai l'impression qu'elle frappe fort pour sa catégorie. Et là où je me suis rendu compte qu'elle frappait fort, c'était lors du combat contre Priscilla De Souza. C'est une vétérante lors oui. de l'Octagone. Et c'est une fille, en fait, Priscilla De Souza, qui a beaucoup de défaites, on peut le dire, mais qui perd rarement avant la limite, qui perd souvent la décision et qui a été mis KO, TKO 2 fois en carrière. Et, euh, et c'est face à un combat à Nora. Donc, je pense que Nora, son point fort, ça va être son punch et sa manière de connecter. Mais en face d'elle, attention, c'est solide et Nora restera la challengeuse, en tout cas dans ce combat.
Ouais, je te rejoins totalement parce que moi aussi, c'est là où je l'ai remarqué, c'était à Hexagone MMA, j'étais sur place aussi et je trouvais que elle tapait fort et elle a ce style de finisseur où elle finissait sur ses 6 combats, elle a 5 finishes et c'est intéressant de l'avoir affronté une adversaire, comme tu as dit, Jocelyne, qui est assez imposante, qui a un background un peu de boxeuse mais aussi de JJB, donc je pense que ça va être un match-up intéressant. Ensuite, il y a Morgan Charrière qui va affronter Manolo Zecchini. Ce combat, comment tu le vois un petit peu? Bah, alors là, pour le coup, je pense que pour Morgan, c'est plutôt bonne pioche. Attention à Manolo qui est quand même solide, hein. C'est un Italien, il a 11-3. Mais voilà, il a été signé en fait, lui, pour combattre, comment dirais-je, à l'UFC. C'est son premier combat à l'UFC. Son avant-dernier combat, c'est contre un Français qui s'appelle Souk Kampasat. C'est un Tunkara? Français. Ouais, c'est un Français. Non, non, pas Tunkara. Souk Kampazat, c'est un Français qui fait partie du Pythagore, qui est un vétéran presque. Et voilà, il a gagné, donc l'Italien, il a gagné au premier round par KO. Mais voilà, il a un palmarès qui est quand même assez construit, l'Italien, quand tu regardes bien. Il a des victoires sur des gars qui ont 2-1, 3-1, contre des mecs qui ont 7-5, 5-2. Contre Souk, c'est son avant-dernier combat. Sa victoire la plus forte, effectivement, c'est contre Abou Tunkara. Et Abou Tunkara, c'est solide et c'est sur un genou au deuxième round. Donc Exactement. voilà, il faudra être méfiant de la part de Morgan parce que clairement, l'Italien a montré de belles choses. Mais pour moi, dans la carrière de l'Italien, on va dire, la personne la plus forte qu'il a affrontée, c'est clairement Abou Tunkara. Et si tu refais 3 fois là ou 10 fois le combat, je pense que Abou le gagne. Donc pour moi, c'est plutôt bien pour Morgan parce que ça va lui permettre, lui, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. On le sait, il le dit lui-même. Il est revenu de l'enfer. Nous-mêmes, on n'avait pas été tendre avec lui, mais pas parce que pour la volonté de taper dessus, mais parce que je trouvais que c'était dommage et décevant sur certains aspects techniques du combat. Et force est de constater que depuis 3-4 combats, il est quand même revenu avec des nouvelles choses. Et moi, je le trouve beaucoup plus aérien, peut-être plus affûté, moins lourd, et ce qui lui permet d'être mieux dans cette catégorie des 66 kilos. C'est mon ressenti. Et je pense en tout cas qu'il devrait sortir le meilleur sur l'Italien. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Morgan, il a cette expérience, parce qu'il a quand même, à 27 ans, il a presque une trentaine de combats, 18-9-1, et il a 10 KO TKO, il reste sur 3 victoires consécutives, notamment la dernière au Cage Warriors face à Diego Silva. Maintenant, il va affronter, comme tu as dit, un adversaire assez solide, qui reste sur 2 victoires par KO, notamment la dernière face à Tunkara. J'ai vu que son adversaire, il s'est entraîné beaucoup aux États-Unis, il est allé chercher un petit peu l'expertise, c'est Dominique Cruz. Donc je pense que ça va être un combat assez disputé. Et c'est bien aussi pour Morgan de rentrer directement à l'UFC avec ce style d'adversaire très solide qui va permettre un match-up intéressant et un combat très disputé. Ah non, mais clairement. Et puis pour Morgan, comme je le dis, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes autour de Morgan. Et c'est important pour lui qu'il puisse aujourd'hui s'exprimer et de la meilleure des façons à l'UFC. On le sait, quand tu rentres à l'UFC sur une victoire, ta trajectoire ensuite derrière, elle est totalement différente. Exactement. On va passer au combat suivant. Yanis Gemouri qui va affronter pour moi le plus gros morceau. Kaulan Lougrad, le champion du Cage Warrior. 8-0, 7 finish, 87,5% de finish. J'ai regardé un petit peu ses combats. C'est un adversaire très solide qui aime bien prendre le centre. Il a l'air très puissant. Et Yanis Gemouri, il reste sur 9 victoires consécutives. Donc franchement, je pense que ce combat il va être explosif. Il va être explosif. Pour moi, clairement, Yanis Gemouri, c'est le challenger. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est clairement pas favori sur ce combat-là. Yanis Gemouri, il a affronté, en tout cas, il a connu les grosses organisations au Brave, mais il n'a pas affronté le top 3 du Brave. C'est-à-dire dans sa catégorie, il n'a pas affronté le top 3 du Brave. Il n'a pas fait la ceinture du Brave. Et là, Lougan, c'est très, très solide, ça frappe fort. Après, on le sait, Yanis Gemouri, il y a aussi, je pense, il se révèle un peu en combat, il se révèle dans la Ouais. difficulté. Il est très physique, très, très physique. Donc, écoute, on va voir. On va Ouais, voir exactement. on va voir ce que ça donne, mais c'est clairement, en tout cas pour moi, Gemouri qui prend un gros gros morceau. Je pense que la stratégie de Gemouri, ça va être d'éviter de rester à mi-distance parce que en anglaise, ça frappe très dur en face. L'Irlandais, il est vraiment fort en anglaise, il frappe fort.
Et c'est un pur produit du Cage Warrior. Donc, non, combat, c'est pas un cadeau qu'on fait à Guimouri pour un premier combat à l'UFC, clairement. Maintenant, on attend de voir et force à lui parce que ça va être un gros morceau, encore une fois. Exactement, et justement, Lougran, il sort d'une victoire, comme tu as dit, étape fort, par TKO deuxième round face à Dylan Hazan, et Yanis face à Memosh Raza, il sort par une victoire par KO, donc ça va être un combat, je pense, où ça va taper fort, et la stratégie, je pense qu'elle sera très intéressante à voir. On va passer à William. Et, et, et Ouais, Dylan, l'Italien, là, Dylan Hazan, c'est quand même un gars qui était sur 9-0 et qui oui, battait des gros noms du Cage Warrior. ouais, ouais. Donc, C'est vraiment, moi je te dis, Mika, j'ai regardé, j'ai analysé ses combats et tout, j'ai regardé 8-0. Tu sais, il y a beaucoup de combattants qui, quand ils vont signer l'UFC, ils ont des 8-0, 12-0, mais ils ont combattu dans des ligues mineures face à des adversaires qui avaient beaucoup de défaites. Là, j'ai regardé, et franchement, déjà, je ouais, l'ai c'est vu, solide. physiquement, c'est imposant, hein. Non, non, c'est solide. En plus, il a un petit parcours amateur. Vraiment, non, non, mais écoute, on va voir. Après, on souhaite le meilleur Ah, Yanis. à Guémoré, mais gros défi pour lui. Et au même titre que Donora, pour moi, c'est les challengers sur leur combat. Exactement. Prochain combat, William Gomis, qui reste sur 2 victoires consécutives, notamment la dernière sur split décision face à Marshall. Il va affronter Lucas Almeida, lui qui reste sur une défaite face à Sabatini par soumission. Comment tu vois un petit peu ce combat, sachant que William, il fait son petit chemin, il avance doucement, mais sûrement. Bah, William, il est hyper jeune. Il signe 2 victoires. Effectivement, c'est pas des victoires spectaculaires, mais pour moi, il fait une masterclass quand même contre Marshall, parce que Marshall, je le répète, c'est quelqu'un de très fort, très solide, qui pour moi était un prospect de l'UFC. Pour moi, sur le combat, Gomis était challenger. Et Gomis a fait le combat qu'il fallait pour gagner. Donc, moi, je suis. Ok, Gomis, sur ces 2 combats, il n'a pas fait de trucs spectaculaires. Voilà, c'est vrai, il n'a pas réussi encore à ressortir peut-être son empreinte. Mais pour moi, il fait ce qu'il faut faire et il l'a fait de manière parfaite contre Marshall. Et j'ai l'impression que, tu vois, autant contre Marshall, on a mis à l'épreuve Gomis, autant là, en mettant Lucas Almeida, j'ai le sentiment qu'on essaye de construire un peu Gomis. Parce que pour moi, Almeida, par exemple, représente un danger moins important que Marshall. Maintenant, encore une fois, c'est des combats et tous les combats vont être difficiles. Mais je pense que pour moi, Gomis est favori dans ce combat. Je le vois comme étant favori. Je suis Et je d'accord avec pense toi. qu'il va se servir de ses longs segments et de son efficacité en déplacement et son striking pour annihiler toute lutte et solde du Brésilien. C'est ça, mais il faudra être très vigilant parce que le Brésilien, quand même, c'est quelqu'un qui a pas mal de finis. Je crois que c'est sur les 14 victoires, il y a 9 KO, TKO, 5 soumissions. Ceinture noire en JJB, même si aujourd'hui, tu as des combattants qui ont des ceintures noires et qui n'ont pas l'impression qu'ils ont une ceinture noire. Maintenant, ça va être un combat très intéressant pour lui parce que surtout aujourd'hui, il y a 2 3 jours, il s'est affirmé dans une interview sur MC Sport qu'il voulait aller chercher la ceinture d'ici 2 ans. Donc, ça va être intéressant, match-up intéressant pour lui. Je pense que il y a moyen de construire quelque chose de positif autour de lui, quoi. Ouais, surtout que je dirais le plus gros point dur en fait qu'il va falloir bien gérer chez Almeida, c'est vraiment sa puissance de frappe. Il a un gros, il frappe quoi, et il est capable d'envoyer un genou, etc. Donc attention, hein, encore une fois, je le dis, c'est pas un combat facile, mais c'est vrai que pour moi, quand je vois la performance que Gomis a sorti face à Marshall, je suis persuadé que Gomis euh, a les atouts et est devant sur ce combat. Exactement. On va passer à celui qui a quitté l'UFC il y a pratiquement 7 ans jour pour jour, Taylor Lapillus qui fait son retour face à Mouin Gafourov. Le retour de Taylor, Mika, comment tu le sens? Parce que toi, je sais que tu tournes un peu avec lui, tu le côtoies également. Comment tu le sens? Ouais, j'ai juste vu, moi, sa shape, hein, pour être honnête. Après, Taylor, c'est quelqu'un qui c'est toujours plutôt une hygiène de vie assez propre et toujours bien affûté. On le sait, il fait un gros travail de boxe anglaise avec son frère dans l'une de leurs teams. De ce que j'ai pu voir à l'US Metro, de ce qu'il faisait avec Johnny, bah, il a l'air hyper en forme. Puis, franchement, j'ai même pas d'indication à donner. Juste, à mon avis, il va vraiment rouler sur Gafourov. C'est mon avis personnellement. Taylor, il a jamais déçu dans les grands rendez-vous. Franchement, il a rarement déçu. Et encore plus face à ce type de profil. C'est-à-dire que dès qu'on a un striker en face ou un gars qui soumet, Taylor, il est bon.
Là où Taylor peut s'avérer être en difficulté, c'est si vous lui mettez un gros lutteur qui vient chercher la décision. Effectivement, là, ça peut être compliqué pour lui, mais avec les nouveaux critères de notation, c'est à l'avantage de Taylor. Vraiment, je pense que Taylor, il est parti là pour arriver dans le top 15 assez rapidement à l'UFC. Il le sait. Il est plus tout jeune non plus. Il a 31 ans. Il a un palmarès presque parfait. Ouais. Quand il a quitté l'UFC, il a quand même fait la ceinture du GMC dans 2 KTD différentes. Il a fait la ceinture du TKO. Il a pris la ceinture du RS. Bon, clairement, il méritait sa place à l'UFC depuis longtemps. Maintenant, je pense que Taylor, là, il va aller chercher le top 15 et que ce combat-là serait une simple formalité. Maintenant, attention, un combat, c'est un combat. Mais voilà, je le vois largement au-dessus, encore une fois. Mais peut-être qu'il y a un peu aussi de. Mon regard est un peu biaisé, puisque avec Taylor, je prends pas, peut-être pas assez de recul. Mais si Ouais. tu regardes, en tout cas, ses performances, à chaque fois, il n'a jamais été décevant. Il a vraiment toujours créé des belles choses. Taylor n'a jamais perdu autrement qu'à la décision. Et- Il a quand même un palmarès de 3-1 à l'UFC. Est-ce que je veux dire 3-0 au RS, il a affronté Wilson Race, c'est quand même un ancien, c'est quelqu'un qui avait disputé la ceinture. Bon voilà quoi, c'est solide Taylor, c'est très Non, non, solide. c'est solide. Et puis, moi, j'aime bien échanger avec les coachs quand je prépare des vidéos. J'ai parlé un petit peu avec Johnny Frachet et même Erika, qui me disait qu'entre lui et Morgan, la préparation, elle a été top. Que là, ils sont au niveau de la phase de tout ce qui est perte de poids, tout ça. Que même psychologiquement, il est sans prêt. Donc, tous les feux sont ouverts. Donc, je pense que c'est positif. Et son retour, je pense qu'il est très attendu parce qu'après avoir quitté l'UFC, surtout de cette manière, avec son bilan de 3 victoires et une seule défaite, c'est un combattant intelligent. À Ares, il a affronté des Marte Peña, il lui a roulé dessus, alors que quand on voit les performances de Peña derrière, quand on voit que c'est du solide, son adversaire, ça c'est un truc que j'ai remarqué sur cette carte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de finisseurs. Son adversaire, il a 18 combats, il a 17 victoires avant la limite. Donc ça va être un combat intéressant. En plus, je crois qu'il est champion du LFA. Ils ont un petit peu quelque chose en commun, c'est que lui aussi, les 5 défaites qu'il a, c'est des défaites sur décision. Donc je pense que c'est des combattants qui ont un menton assez solide. Ça va être très intéressant de voir Taylor revenir au premier plan. Après, là, on va passer un combat, l'un des combats qui me hype le plus, Benoît Saint-Denis face à Thiago Moïse. Comment tu vois ce combat, toi, Mika? Bah, c'est pour moi clairement, j'ai envie de te dire si je dois choisir le ou les deux combats qui me hype le plus sur cette carte, bah forcément c'est Manon Fiorot et Rose en numéro un, ça je m'en cache pas. Oui, bien Et en, sûr. et en numéro 2, franchement, j'aurais tendance à dire Benoît Saint-Denis face à Thiago Moïse, parce que clairement, pour moi, c'est le combat qui va ouvrir sur les portes du top 15. Voilà. Exactement. Et on le sait, hein, Benoît Saint-Denis l'a dit depuis le départ. Moi, il m'a clairement impressionné suite à sa performance contre Bonfim. Je le répète, hein, je ne voyais pas, comment dirais-je, Benoît Saint-Denis favori face à Bonfim. Et sur le combat, en tout cas, il a montré une masterclass. Et cette masterclass, son état d'esprit et l'état d'esprit qu'il affiche en interview font que je crois en lui plus qu'avant. C'est une réalité, il a réussi à me convaincre. Et là, il a un gros morceau en face de lui. Il a vraiment un gros morceau, puisque en face de lui, je rappelle que le mec, ses 2 dernières défaites, c'est contre Makhachev et contre Joel Alvarez. Qu'il a battu le gars, il a battu Bobby Green, il a battu Michael Johnson, il a perdu la décision contre Damir Ismagulov, contre Dariush. Donc c'est un gars qui a du vécu et qui a affronté des gars forts à l'UFC quand même, je le rappelle. Donc non, je crois en Benoît, je pense qu'il peut le faire. Ça va être pour moi encore une fois maintenant lui de toute manière c'est ce qu'il veut, c'est aller de l'avant. Donc il va sur des combats où c'est toujours plus dur. Et c'est pour ça que c'est le combat qui me hype le plus parce que on attend beaucoup de lui, parce qu'on sait qu'il est capable de le faire et parce que le défi est à la hauteur de ce qu'il a envie de faire. Donc voilà. C'est exactement ça. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit qu'au fur et à mesure qu'il a des combats plus durs, mais tu as l'impression qu'en fait, plus le niveau monte, plus lui aussi son niveau augmente. C'est Benoît, 11 victoires, 11 finishes, 3 victoires consécutives. C'est un combattant complet et tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il a un adversaire face à lui, il s'adapte à lui. Que ce soit avec Daniel, les game plans, ils sont toujours très bien établis. Même psychologiquement, tu sens que le mec est prêt et il attend que ça. Maintenant, comme tu as dit, Thiago Moïse, il faut faire attention. C'est un combattant qui est très dangereux.
Il ne faut pas oublier qu'il a fait 4 rounds face à Makhachev. Ce n'est pas tout le monde qui fait 4 rounds face à Makhachev. Il a réussi à prendre le dos et à amener au sol Makhachev. Il a déjà été dans le top 15 mondial, c'était justement face à Makhachev. Donc là, aujourd'hui, c'est clairement sa porte d'entrée dans le top 15. Et Benoît, je pense que ses limites, il ne les a toujours pas atteintes et que son plein régime, il en est encore un peu loin. Donc je pense que ça va être vraiment incroyable de suivre sa carrière par la suite. Mais puis surtout, il faut rappeler l'âge de Benoît, il a 27 ans. Hein. Il a Exactement. 27 ans, c'est assez jeune. On rappelle quand même qu'à l'UFC, c'est 4 victoires, une défaite, mais sa défaite, c'est limite sur un short notice dans, Ouais, dans une catégorie qui n'était pas la sienne, c'est ça. à la décision, et que sur ses 11 victoires, c'est 11 finishes. C'est 2 KO TKO et 9 soumissions. C'est peut-être celui qui, en France actuellement, euh, présente la meilleure lutte grappling dans le MMA. Il y a Abdul, évidemment, j'oublie. Il y a Abdouragimov, et je dirais que derrière, il y a Benoît Saint-Denis. Je ne sais pas si tu vois autre chose, toi, en lutte sol derrière. Mais Là comme ça aussi fraîchement, non. Mais franchement, moi, Benoît, j'ai beaucoup d'espoir en lui parce que, tu sais, même quand les combats approchent, les adversaires, tu te dis, ah, ça va être compliqué pour lui. Tu sais, tu as logiquement des doutes parce que ses adversaires, c'est pas des peintres. Là, tu vois Bonfim, c'était solide. Et tu vois la manière dont il a géré le combat, la manière dont il a fini. Franchement, tu peux qu'être impressionné. Et honnêtement, moi, pour l'instant, je vois pas de limite, je le vois aller encore plus haut et grimper les échelons comme il le faut. Tu sais, tu as l'impression que tout est aligné pour qu'il aille plus haut et qu'à un moment donné, il y arrive à cette ceinture. bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'il l'a construit sous palmarès. Hein. Depuis le début de sa carrière, il est toujours parti chercher des défis. Et je pense que plus ça va aller et plus ça deviendra lui le défi à un moment donné. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur toute sa carrière, il est parti chercher de l'avant. Toute sa carrière. Exactement. En tout cas, là, il aura l'opportunité de pouvoir entrer dans le top 15, de lancer un message à la catégorie. Ça serait intéressant. Là, on va passer au co-main event. Manon Fiorot qui affrontera la légende Rose Namajunas. Mika, c'est le combat, tu m'as dit, c'est le combat qui te hype le plus. Allez, En fait, dis-moi ce que tu en penses. bah, pour deux raisons, il me hype le plus. Et pour être honnête, j'aurais préféré voir ce combat en 5x5 déjà. Ouais, moi aussi. Voilà. Et donc, du coup, j'aurais aimé le mettre en main event parce que Manon Fiorot, parce que Rose Namajunas, c'est une ancienne championne, parce que à l'heure d'aujourd'hui, à l'UFC, chez les Français, c'est Manon qui est la plus proche de la ceinture, parce que c'est un combat qui va ouvrir sur les portes de la ceinture, et parce que Manon Fiorot, c'est un perfect. Manon Fiorot, c'est un perfect. Et c'est 5-0 à l'UFC. Et comment dirais-je, et même ensuite, pour aller au-dessus de ça, on dit souvent que le sport féminin doit être mis en avant, etc. Et des fois, on le fait à défaut, c'est-à-dire que des fois, on met en avant juste parce que c'est des filles qui font du sport à haut niveau et on a tendance à dire qu'il faut mettre la lumière dessus, donc on met la lumière dessus. Et là, pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle montre par ses capacités que elle mérite largement sa place. Et moi, Dieu sait que je peux être critique sur ça quand on fait les choses juste parce qu'il faut le faire ou par bien-pensance. Mais là, c'est pas le cas. Elle le mérite largement. Et quand je vois des combats de Mano Fiorot, moi, je prends plus de plaisir à avoir les combats de Mano Fiorot que de certains hommes. Donc, c'est clairement pour moi, de toute manière, le sport féminin dans le MMA, je trouve que ça, à haut niveau, hein, à très haut niveau, ça se regarde trop bien. Et c'est peut-être pour moi, elle méritait vraiment cette place de main event, surtout parce que Cyril Gane, clairement, il aurait mérité le main event s'il avait affronté un gars du top 3, tu vois. Mais Oui, là, Spivak, en fait, ça justifiait pas le fait de faire un main event. Maintenant, on est tous contents aussi de revoir Cyril dans la cage et on y reviendra après. Mais ouais. clairement, en tout cas, sur la carte telle qu'elle a été faite, telle qu'elle est actuellement aujourd'hui, j'aurais préféré voir. Pour moi, c'est le combat qui me hype le plus, quoi. Même mes potes me disent en off qu'est-ce que tu penses de Manon face à Rose. Tu vois, et puis ils pensent tous à Rose parce que Rose, c'est une ancienne championne, etc. Bien sûr. Après, je leur dis, faut pas oublier qu'aussi Rose, elle monte de catégorie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, c'est au-delà de l'aspect technique et tactique que le combat va nous présenter, c'est pour moi le combat qui aurait mérité d'être main event. Je suis d'accord avec toi. Et sachant que Manon, dans son dernier combat face à Choukabian, elle a quand même été blessée dans le combat. Tu sais, tu sens qu'elle a été limitée. Quand tu vois que la performance qu'elle réalise, aujourd'hui, elle a l'opportunité, déjà, parce que c'est pour moi une opportunité de combattre Rose et de se dire qu'après ça, elle a le challenge, peut-être Shevchenko ou Grasso.
je pense que c'est très intéressant. Maintenant, il y a quelque chose où il faut faire attention, c'est que Rose, elle a cette expérience que peut-être Manon n'a pas, même au niveau de sa lutte, parce que quand même, elle soumet aussi 5 soumissions. Manon, je crois qu'elle n'a pas de soumission. Donc, ça va être un combat très intéressant. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'on ne pourra pas dire que sa place pour le title shot, elle ne l'aura pas volé. Et Ah moi, ouais. je suis d'accord avec elle. Et sachant qu'aujourd'hui, Manon, comme tu as dit, c'est une Française qui performe à l'UFC. Aujourd'hui, c'est clairement le porte-drapeau de la France au niveau des combattantes féminines. Donc, une grosse force à elle. Et même la manière dont elle est entourée, Aldric, tu sais, la manière dont elle travaille, dont elle va chercher la performance, tu vois tout ce qu'elle fait à côté. Franchement, c'est vraiment positif, tu vois. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand tu dis justement, je disais le technique et le tactique, on sait qu'il sera au rendez-vous lors de ce combat. Bah voilà, tu connais le cause de Rose Namajunas, on connaît Aldric Cassata, ce qu'il est capable de faire. On voit où il l'a emmené. Franchement, c'est incroyable leur histoire et je leur souhaite de la pousser jusqu'au bout. Voilà, maintenant, comme tu l'as dit, Rose, c'est solide. Rose, elle sait tout faire. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un combat qui méritait 5 rounds parce qu'en plus, c'est pour préparer comment dire, un titre derrière et ça n'aurait pas été trop d'avoir un peu un format 5 rounds dans les pattes. Maintenant, c'est comme Exactement. ça, c'est Après, il comme ça. faudra aussi voir, Mika, dans quel état d'esprit elle arrive, Rose. Parce qu'on sait que psychologiquement, il lui arrive d'avoir certaines périodes où elle est un petit peu plus faible, où elle a quelques problèmes Ah non, mais clairement. Mais après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça la regarde. Tu vois, ça, c'est propre aux combattants. Nous, on ne saura jamais si c'est la meilleure Rose qu'on aura ou pas la Bien meilleure sûr. Rose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Rose a été championne, tu vois. Et ça on ne pourra pas lui retirer. Rose, elle a battu 2 fois Johanna, qui pour moi était l'une des, des tueuses à gages de l'UFC. Donc, et pour moi, Johanna, c'est un peu le style Manon Fiorot quand même. Et donc, du coup, on sait qu'elle est capable de le faire, Rose. Et elle l'a fait à 2 reprises. Donc, non, franchement, ça va être un combat de dingue. Franchement, ça va être Exactement. un combat de Je dingue. pense que, comme tu as dit, ce combat, il est tellement intéressant, tellement hypant que franchement, j'aurais payé pour le voir en 5x5, ça aurait été magnifique. On va passer maintenant au main event, Cyril Gane face à Spivak. Comment tu le vois, Mika, déjà ce retour de Cyril après cette défaite face à John Jones? Bah voilà, je pense que Cyril, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il a rien à se faire pardonner, hein. Bien sûr. Encore une fois, il est là où très très peu et je crois même que aucun combattant français n'a fait ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc voilà, il a rien à se faire pardonner, mais ça a quand même été un échec assez dur à vivre pour nous Français parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur ça. Et la performance, en fait, au-delà de la défaite, c'est la manière dont il a perdu qui a fait qu'on est resté un peu sur notre fin sur ce combat. Et je pense que pour lui, quelque part, il a quand même à cœur de montrer aux Français que voilà, il est là, il est revenu et qu'il a progressé. Et si tu veux mon avis, je pense que Spivak, faut pas oublier ce que Cyril Gane a fait quand même en carrière. Faut pas oublier qu'il a essuyé des Volkov, il a essuyé des Derrick Lewis, il a essuyé des Rosenstruck, des Junior Dos Santos, des Tuvasa. Oui, il a perdu contre John Jones, oui, il a perdu contre Ngannou, mais au-delà de ça, il a gagné tout le monde. Maintenant, Spivak, ok, il a peut-être des atouts qui font qu'on peut se poser des questions, notamment sur sa lutte et le sol, parce qu'on sait que c'est des domaines dans lesquels Cyril n'est pas à l'aise. Mais franchement, je pense que Cyril va arriver en conquérant, il y aura le public derrière lui, et je pense qu'il va sortir une masterclass. Je pense tu sais, un KO TKO à la Derrick Lewis ou un peu à la Tuvasa, à force d'user au 4e round. Et ce que je pense même, c'est que Spivak est vraiment, je le pense sincèrement, en pied-point largement en dessous de Gann. Maintenant, il faut faire attention parce que Spivak, il tape fort et Spivak a beaucoup progressé quand même depuis ses combats. Spivak, c'est quelqu'un qui a battu des noms solides. Je pense notamment je pense à Tuvasa, je pense à Olenik. Olenik, moi, je le trouve très dangereux. Je pense à Derrick Lewis. Donc, attention quand même à Spivak. Voilà, il a aussi eu des défaites contre Thomas Pinal, des défaites qu'on arrive moins à expliquer contre Wataris et Marcin Tibura. Mais voilà, c'était il y a longtemps et le Spivak d'aujourd'hui, il est quand même un peu plus affûté qu'à l'époque. Donc, il faudra rester attentif et surtout à la différence de l'époque,
c'est qu'aujourd'hui, on sait que Cyril a des lacunes au sol. Oui. Et quand bien même il s'est vachement entraîné, etc., depuis le mois de janvier ou février, je ne sais plus c'était quand le combat contre John Jones, je crois que c'était en mars carrément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 6 mois, tu n'as pas non plus un niveau de haut niveau au sol et ni en lutte. Donc, si Spivak vient avec un game plan et se dit qu'il n'a rien à perdre et que sa seule chance de gagner, c'est d'aller lutter, etc., attention à la douche froide. Je suis d'accord avec toi et moi je pense que déjà il a dû beaucoup se remettre en question, Cyril, parce que déjà il est resté en retrait, pas mal en retrait, que ce soit au niveau des médias et autres. Maintenant, quand on a un adversaire comme Spivak en face, qui a un assez bon niveau de lutte, qui est passé par le sambo, qui a un très bon niveau de judo, qui reste sur 3 victoires consécutives, notamment la dernière face à Derek Lewis, 3 finishes. Attention à ses amener au sol, notamment ses projections au sol de par son background de judo. Parce que si tu remarques bien, Mika, c'est quelqu'un qui va beaucoup coller et chercher à t'amener au sol. Maintenant, si il suit un peu la stratégie qu'avait eu Aspinal, où il bloquait les défenses de takedown, il était beaucoup sur ça, je pense qu'il peut vite le rouler dessus. Maintenant, c'est un retour à la maison pour Cyril. Il a beaucoup de choses à prouver. Je pense que pour lui-même, il a ce besoin de performer et de réaliser, comme il a dit, une masterclass. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Maintenant, on verra comment a évolué sa défense de lutte, parce que j'ai même pas envie de penser à une attaque de lutte. Mais s'il réussit ses défenses de lutte, je pense que ça peut être positif derrière, parce que comme tu l'as dit, je pense que son niveau de striking est largement meilleur que celui de Spivak. Ouais, on avait déjà vu Cyril essayer d'amener Rosenstruck au sol et il n'avait pas réussi à garder au sol, etc. Donc, je ne pense pas qu'il perde des plumes à essayer d'aller lutter en attaque, vraiment clairement pas. Maintenant, voilà, comme je dis, attention quand même à Spivak, ça va être un beau main event. Je pense qu'au 4e round, on va avoir un finish du bon gamin. Et je pense que voilà, lui, il voit un peu ce combat comme, entre guillemets, la rédemption, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il a à cœur de prouver qu'il fait partie des gros de la KT et surtout que la KT derrière, quand même, je rappelle aujourd'hui, elle est en train de bouger. Moi, je pense il y a des noms dans cette KT qui me font peur. Donc, Oui. hormis John Jones, on a Pavlovich. Aspinal, c'est un nom qui me fait peur. Et il y en a un aussi que je trouve pour moi, c'est Almeida. Oui, moi aussi. Shelton. Moi Et aussi. lui, Numéro 9. ouais, franchement, lui, je trouve qu'il est archi dangereux. Et donc, du coup, ouais, attention, comme tu dis, attention à ce gars-là parce que je le trouve fort et parce qu'on ne le voit pas forcément venir. Et voilà. Exactement. Et ça m'amène à la prochaine question, Mika. Est-ce que tu penses que Cyril, il est capable de faire un nouveau run vers le titre? Ah, je pense. Franchement, je pense. Là, comme je t'ai dit, on a Almeida qui va affronter Curtis Blade en novembre. On a Aspinal sûrement qui va être matché contre un Blade ou je sais pas Peut-être contre contre le qui. vainqueur, ou peut-être contre le vainqueur de ce combat-là. Maintenant, pour moi, entre Aspinal et Gann, c'est vrai que c'est compliqué de dire aujourd'hui qui peut gagner. Mais clairement, si les deux étaient amenés à s'affronter, ça serait logique pour moi que le vainqueur ait sa chance au titre. Et souvent, j'entends dire, par exemple, ouais, mais il a déjà eu 2 fois sa chance. Ouais, mais s'il est meilleur que tous les autres, tu vois, de la même manière que Holloway face à Volkanovski, et ben, si on doit se diriger vers une 4e rencontre Volkanovski-Holloway, on ira parce que c'est tout simplement les 2 meilleurs de la KT. Et ok, il y a peut-être une différence de niveau entre le champion et le challenger, mais bon, c'est comme ça. C'est le 2e meilleur. Je suis d'accord avec toi. Et de manière assez générale, quand on sait que l'UFC est arrivé à Paris, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de combattants français qui arrivent à l'UFC, comment tu vois la suite se dérouler un petit peu pour les combattants français? Non, je ne vois pas une grosse évolution aujourd'hui. Je pense que les combattants français, l'évolution, ça veut dire que je mets l'UFC à part. L'UFC ne changera plus grand-chose aux combattants français. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de la part des grosses organisations, que ce soit le KSW, le Bellator, le PFL ou l'UFC, les 4 organisent en France désormais. Oui. C'est-à-dire qu'on a le Bellator, le PFL et l'UFC qui organisent à Paris. Le Bellator, on sait qu'ils sont quasiment sur 2 fois par an à Paris. Oui. Le PFL, ça sera une fois. L'UFC, on est sur une fois. On a le KSW qui arrive l'année prochaine.
Ce que je veux dire, c'est qu'on voit en tout cas que le MMA prend un certain essor en France et ça, c'est une belle chose. On voit qu'on a des organisations derrière comme le Ares qui crée des stars et pour les propulser ensuite sur les gros plateaux. On voit qu'on a des organisations comme l'Hexagone et le MMAGP, en ce moment plus l'Hexagone parce que le MMAGP sont ralentis depuis quelques temps, mais quand même, créent aussi certains noms et ce qui permet ensuite de les propulser vers des plateaux un peu plus importants. Donc, on voit qu'il y a un écosystème qui s'est créé en France un petit peu. On voit que Hatch est toujours présent sur son niveau amateur avec le 100% fight. Donc, non, tout le monde est en place et on voit que aujourd'hui, on arrive à remplir des Zénith, des Bercy et c'est pas que l'UFC qui arrive. Donc, non, je pense que quand je vois aujourd'hui des structures comme celle de l'US Metro, par exemple, j'ai eu la chance d'y aller. Ça ressemble à l'INSEP du MMA. C'est-à-dire que vous allez dans les locaux sportifs de l'US Metro, bah, vous arrivez en bas, vous avez une salle de sport. Je ne vous raconte même pas le niveau d'équipement, je ne vous raconte même pas le niveau de propreté. Vous montez au premier étage, vous avez une salle de lutte qui doit faire pas loin de 100, 150 mètres carrés. Franchement, c'est énorme, c'est un gros plateau avec des murs, etc., des cercles au sol. Enfin, pareil, encore une fois, propreté impeccable avec des grandes baies vitrées. De l'autre côté, vous avez un plateau avec un ring de boxe et une cage rectangulaire qui permettent de faire des sparring, des mises de gants. Donc, quand on voit ce type de structure arriver en Ile-de-France, qu'on sait qu'on a Hatch qui a déjà 3 ou 4 salles, le Factory bon, qui est reparti dans le 12e, mais on voit ce type de structure, on se dit que le MMA, il file quand même un bon train, surtout dans la région parisienne. Je sais que c'est un peu plus compliqué en province, mais non, c'est plutôt encourageant. Franchement, c'est encourageant. Je suis d'accord avec toi. Déjà, big up à Johnny Frachet avec qui j'échange et tout, qui m'avait dit de passer pour voir un peu leur salle. Et franchement, de ce que j'ai pu voir moi sur Instagram et tout, ça a l'air vraiment d'être des infrastructures de très haut niveau. Et puis, ça fait plaisir de voir que le MMA en France aujourd'hui il évolue, que ce soit du côté des médias, des combattants, des organisations, mais même aujourd'hui des infrastructures. On espère que ça va se rééquilibrer un petit peu avec toutes les équipes dans le sud. Mika, moi, je te remercie parce que déjà, je me régale chaque fois que j'échange avec toi. C'est toujours un plaisir d'évoquer l'UFC ou d'autres sujets avec toi. Mika, Merci est-ce à que toi, ton Majid. actualité, elle repart ou pas? Parce que moi, Non, j'ai entendu, il y a des bruits de couloir qui parlent de Baki, qui parlent des. Je sais que Mika, pour que tu reviennes, il faut un gros chèque. non, mais déjà, franchement, pour l'instant, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas ni Baki, ni personne. Franchement. En tout cas, Mika, moi j'espère que déjà toute ton expertise, tout ce que tu apportes au MMA, la manière dont tu évoques les sujets, j'espère que ça pourra servir, que ce soit dans les médias, même sur RMC, parce que moi je trouve que tu fais du bon boulot et la manière dont tu évoques les sujets, c'est toujours intéressant parce que ton avis, il est pas biaisé. Donc, big up à toi, force. Et puis, comme tu sais, Mika, on a une certaine relation. Donc, moi, avec toi à 100%, Merci, Majid. Merci beaucoup. force, mon frère. Eh ben, merci. Et voilà, bah, au plaisir de refaire des nouveaux podcasts et des Avec nouvelles plaisir, analyses. les amis, de base, on devait le faire avec Boulox. Mais Boulox, il a entraînement et le temps qu'il rentre avec son scooter, ça prend 2 heures. Ah ouais, laisse tomber. En plus, il le monte dans son ascenseur chez lui. C'est ça, incroyable. Son ascenseur, il est en panne, il doit le monter à pied en ce moment.